C'est vraiment cette puissance de la société civile. Je sais bien que quand je chemine sous une allée de platanes qui a 150 ans, on a énormément d'espaces comme ça qui peuvent être réappropriés. Bienvenue à ce dernier webinaire de cette 3e saison de la table ronde Urbanisme en francophonie sur le thème de l'espace public cœur battant de la cité, organisé à l'initiative de l'Association internationale des maires francophones, en partenariat avec l'Association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme, le laboratoire de géoarchitecture de Brest situé à l'Université de Bretagne occidentale. Et donc, pour ma part, je suis Charlotte Blunven, ingénieure d'études pour l'AIMF, réseau qui réunit autour de 300 villes de l'espace francophone. Donc, je vous remercie de votre présence pour ce 3e webinaire qui pose la question suivante: la rue, un espace à partager, après avoir parlé d'urbanisation et d'économie circulaire dans les 2 premiers webinaires. Je remercie également donc l'ensemble du comité de travail, à savoir Pierre Baillet, secrétaire permanent de l'AIMF, Alain Bourdin, sociologue, Lionel Prigent, urbaniste et économiste, professeur à l'UBO et directeur du laboratoire de géoarchitecture de Brest, Sylvain Allemand, donc journaliste et animateur de ce webinaire, et enfin William Gouzien, technicien de ce webinaire. Chaque webinaire dure 1h15, comprenant donc 45 minutes de débat entre les intervenants, que je salue et que je remercie pour leur présence aujourd'hui, suivi donc de 15 minutes de questions-réponses, durant lesquelles nous ferons remonter vos questionnements, et enfin d'une synthèse effectuée par Lionel Prigent. Du coup, tout au long de ce webinaire, vous pouvez écrire vos questionnements dans l'onglet Q&R qui s'affiche en bas de votre écran. Cette série de réflexions s'inscrit dans le cadre de l'initiative Urbanisme en francophonie portée par l'AIMF, que vous pouvez retrouver sur la plateforme www.urbanisme-francophonie.org. Elle est constituée d'un centre de ressources d'une part, qui regroupe des articles, des tribunes, des podcasts, des newsletters et tout autre contenu et réflexions autour de l'urbanisme francophone, mais aussi d'un espace collaboratif qui, lui, comprend les différents travaux que nous menons depuis plus d'1 an. Cette initiative se veut aussi un apport à la construction de la Cité internationale de la langue française, située à Villers-Cotterêts. Monté en collaboration avec des ateliers, des écoles d'urbanisme et d'autres partenaires privés ou publics, ce projet vise d'une part à contribuer à un futur urbain pour l'espace francophone qui préserve la diversité et la richesse des villes, et d'autre part à questionner le rapport à l'espace public, à la mobilité, à la création d'un cadre de vie agréable ou encore à la mixité d'occupation des territoires. Pour ne rien manquer de l'actualité, vous pouvez dès à présent rejoindre les groupes Urbanisme en francophonie sur LinkedIn et Facebook. Afin de nourrir le débat, l'AIMF a sollicité Sylvain Allemand, journaliste, comme animateur de cette table ronde, du fait à la fois de son intérêt pour les problématiques urbanistiques, mais aussi environnementales. Je vous laisse donc en sa compagnie et vous laisse découvrir le riche tour de table d'aujourd'hui. Très bon webinaire à toutes et tous. Merci beaucoup, Charlotte, pour ce passage de relais. Bonjour à tous, bienvenue aux webinaires et aux webineuses, c'est comme cela qu'on dit désormais, pour poursuivre notre réflexion, notre exploration des espaces publics au prisme de la rue. Des rues, devrais-je dire, car tout l'intérêt de ce 3e webinaire du cycle sur l'espace public est de vous sensibiliser, de prendre la mesure du fait que les rues revêtent des réalités extrêmement diverses selon les contextes urbains. C'est ce qu'on verra grâce à notre panel d'intervenants qui témoignera de différents points de vue. Je les présenterai au fil de l'eau. Sans plus tarder, c'est vers le premier d'entre eux que je me tourne, Nicolas Escache. Nicolas Escache, vous êtes maire adjoint de la ville de Caen en charge de la ville durable, mais vous êtes aussi géographe et c'est davantage à ce titre que vous intervenez aujourd'hui. Je précise aussi que vous êtes le directeur du campus des transitions qui a été créé par Sciences Po Rennes dans votre ville, avec une antenne dans votre ville en 2012 et qui, comme son nom l'indique, forme les futures générations aux enjeux, aux problématiques, aux défis des transitions. Si nous souhaitions avoir votre témoignage, Nicolas Escache, c'est que la ville de Caen, donc en Normandie, présente la particularité, avec d'autres villes, d'être composée de quartiers reconstruits suite à la Deuxième Guerre mondiale et de nouveaux quartiers en cours de construction, d'aménagement. Je veux parler de la Presqu'île, un quartier à cheval sur plusieurs communes, la vôtre et 2 autres communes. Et dans un cas comme dans l'autre, les problématiques, les approches, les visions de la rue diffèrent et c'est ce que nous voulions vous entendre nous expliquer
Pour cela, vous êtes venu en bon géographe avec quelques cartes. Merci à William de la régie de lancer la première pour permettre à Nicolas Escache de nous en dire plus sur la particularité du contexte canet du point de vue du traitement des rues. Nicolas Escache. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord Charlotte et Sylvain pour leur invitation à ce webinaire. Donc, comme cela a été rappelé, je vais m'exprimer à deux titres. D'abord en tant qu'élu à la ville de Caen et puis en tant que directeur du campus des transitions de Sciences Po Rennes à Caen. Et je vais considérer la rue à partager à partir d'exemples canets et de mon expérience de géographe. Quelques chiffres peut-être pour mieux situer Caen. La ville de Caen compte 107 000 habitants environ, une population en augmentation. La communauté urbaine, 276 000 habitants. Et l'aire d'attraction de l'INSEE, 472 000 habitants. On voit d'emblée que l'agglomération caennaise est marquée par une forte périurbanisation, notamment entre Caen et la mer, on voit ici sur la carte, et par une expansion spatiale semi-radioconcentrique. Alors, comme toutes les villes, nous sommes face à un défi de reconquête de la rue. Je reprendrai volontiers en introduction les propos de Christian de Pozan-Parc, qui dressait un historique des matrices urbaines à partir de la rue. Il définissait l'âge 1 à travers une rue qui assemblait tout, l'âge 2 à partir d'une rue déconstruite, et l'âge 3 où la rue était à l'origine d'un espace plus enclavé, divisé, segmenté. Et nous devons aujourd'hui renouer avec la rue, mais sans doute que la rue du futur ne ressemblera pas tout à fait à la rue de l'âge 1. À Caen, nous sommes confrontés à des défis que nous partageons avec beaucoup d'autres villes. Je listerai volontiers en 5 catégories. Des défis liés à la nécessité de passer de la voie à la rue, avec beaucoup de corollaires, diminution du trafic automobile et de la vitesse, hiérarchisation des voiries, articulation des échelles, tension entre centre et périphérie, notamment pour les automobilistes qui viennent de la périphérie pour venir sur la ville-centre, mais aussi de redimensionnement des trottoirs, redimensionnement des logements et puis des voies rapides. Deuxième enjeu important, c'est la réponse aux usages numériques. On a aujourd'hui un certain nombre d'applications, le cas de Waze est assez significatif, qui orientent le trafic, qui créent des jalonnements sauvages. Et en même temps, la rue est une formidable source de données, de data, dont il faut mesurer la maîtrise publique et assurer la maîtrise publique. Partager la rue, c'est au fond partager aussi les données. Troisième type d'enjeu, c'est une politique à mener face à la saturation des usages, le cyclable, la voiture, les espaces verts, les plantations d'arbres, dans un espace de la rue qui est très contraint, notamment par les réseaux souterrains. La rue concentre de multiples usages et est source de conflits d'usage. Et en même temps, le travail sur les réseaux souterrains conditionne souvent la hiérarchisation des priorités publiques en termes de traitement des rues. Quatrième type d'enjeu, c'est valoriser la rue comme espace apaisé de proximité. La rue, c'est l'expression du NIMBY, c'est un espace vécu, souvent vécu d'ailleurs défensivement. C'est un lieu d'incivilité de croissant entre les modes de transport, entre riverains et visiteurs. C'est évidemment associé à un imaginaire collectif de la qualité de vie, la sécurité, la propriété, la propreté. Et puis, c'est une conciliation sans arrêt avec les usages privés, les usages communs et les usages publics. Et enfin, dernier enjeu que l'on partage avec d'autres villes, c'est introduire de la chronotopie dans la fabrique et les usages de la rue. Je pense aux questions de pistes transitoires, au mouvement de la Vélorussion, aux espaces publics éphémères ou événementiels, à l'urbanisme tactique. Ces tendances, bien sûr, changent la manière dont on conçoit la gouvernance et la fabrique urbaine. Alors pour cibler sur Caen, permettez-moi d'ajouter un sixième défi pour la ville de Caen qui a justifié de vous solliciter, c'est que la ville de Caen est le théâtre de l'aménagement d'un vaste projet urbain du côté de la presqu'île, un territoire qu'elle partage avec d'autres communes, un territoire qui était jusqu'ici délaissé à vocation portuo-industrielle avant d'être délaissé et qu'il faut relier à la ville historique, aussi bien celle qui a survécu au bombardement que celle qui a été reconstruite suite. Tout à fait. J'en arrive effectivement à développer ces deux exemples, peut-être pour remettre un peu en contexte les particularités géographiques que l'on a à Caen. On a 4 particularités qu'on voit bien d'ailleurs sur cette carte. D'abord, une variété inégalée de tissus de paysages urbains, que ce soit le médiéval, le classique, le modernisme fonctionnaliste avec la reconstruction, que l'on voit ici sur le quartier Saint-Jean, et puis le contemporain. On a également une organisation spatiale en amphithéâtre qui donne sur une prairie, donc vous voyez ici, en bas à gauche, de 60 hectares. Et la ville est elle-même ceinturée d'une plaine céréalière, ce qui d'ailleurs a une traduction au niveau de la rue, puisqu'on est parfois traversé notamment d'engins agricoles qui traversent la ville d'une partie à l'autre.
D'autre part, la ville a été laboratoire de l'aménagement du territoire à la française. On a connu des phases comme la décentralisation industrielle, la création d'une ville nouvelle à Hérouville, par exemple. Et puis, on est à proximité du littoral, 11 km, avec à la fois une connexion via l'Orne et puis via le canal qui relie la ville et le bassin Saint-Pierre que vous voyez ici, le port en plein cœur de ville, au littoral. Alors, je souhaitais développer effectivement deux exemples. Un exemple sur le quartier Saint-Jean, que l'on voit ici, qui part du bassin Saint-Pierre et qui mène jusqu'à la prairie. Et puis un exemple sur le quartier de la Presqu'île, que l'on voit ici à la fois sur les bords du canal et puis sur le bord du bassin Saint-Pierre. Deux quartiers très différents, un quartier de la reconstruction avec Saint-Jean et puis un nouveau quartier en développement avec la Presqu'île. Saint-Jean a été sans doute le quartier le plus touché par les bombardements de 1944. Et aujourd'hui, ce quartier, avec son urbanisme de la reconstruction, possède des avantages certains dans une perspective de transition écologique. Des espaces verts assez vastes, la présence d'espaces interstitiels à valoriser, des logements qui ont des qualités urbaines assez importantes, des emprises publiques aussi assez essentielles et importantes. Et on travaille sur ce quartier sur trois leviers sur lesquels on pourra revenir ensuite lors des échanges. Un redimensionnement des rues et des logements, un repartage de la voirie en utilisant notamment l'atout des contre-allées entre chaussées automobiles, cheminement piéton, aménagement cyclable et espaces verts. Et puis une valorisation des délaissés, des espaces interstitiels, notamment pour en faire des espaces et des places publiques grâce au déploiement de parklets, donc ces micro-espaces qui associent à la fois accroche de mobilité et puis table de rencontre ou de convivialité. Nicolas, Oui. Permettez-moi juste de rappeler, de rendre à César ce qui est à César. Donc, ces fameux parklets sont inspirés d'expériences que vous avez vues du côté de Stockholm. Hein. Tout à fait. Ils ont été designés en fait par un designer suédois et réalisés par les ateliers techniques de la ville à partir d'un mouvement qui a été lancé à Stockholm de réappropriation des rues, sur laquelle on pourra peut-être revenir aussi lors des échanges. On peut déjà dire, Nicolas, oui, c'est que vous avez été quand même attaché à ne pas transposer telle quelle l'expérience, mais vraiment à l'adapter au contexte connaît. Oui. D'ailleurs, je parle souvent de transmission et non pas d'inspiration. C'est-à-dire que là, l'enjeu, c'était vraiment que les designers suédois travaillaient sur le design du parklet, mais que c'était nos ateliers techniques de la ville qui ont très concrètement réalisé l'objet. Et évidemment, ça a changé complètement le mode d'appropriation des habitants et la rencontre qu'ils pouvaient avoir avec les services et avec les agents en charge du parklet. De l'autre, on a le quartier de la Presqu'île, donc qui est un quartier, comme Sylvain l'a rappelé, projet d'intérêt majeur au niveau national, éco-quartier de 300 hectares sur 3 communes, avec 4000 logements prévus d'ici 2040-2045. Et là, le travail a été un peu différent. On a travaillé sur 3 axes. D'abord, une inscription des mobilités douces et de la trame mobilité douce bien avant la construction des bâtiments. Donc, la trame des pistes cyclables, notamment express, ont été dessinées en amont de la construction du quartier. La constitution d'espaces publics linéaires, avec un travail sur les sentiers, un travail sur le parc des rails, un travail le long des berges, parce qu'évidemment, on avait notamment un parking qui était travaillé en silo sur les pourtours du quartier, ce qui libérait de l'emprise pour les cheminements doux. Et puis, une affirmation de la rue aussi comme espace de résilience, grâce à la mise en place de ce qu'on appelle les offsets et la réalisation d'un bocage urbain, c'est-à-dire une présence du végétal à l'échelle de la rue assez continue, à travers des îlots verts, à travers des lignes végétales, des haies, des continuités bocagères, ce qui assure une résilience dans un quartier qui est soumis au risque à la fois d'inondation, de submersion, puisque, comme je le rappelais tout à l'heure, on est à proximité du littoral et évidemment, la présence de l'eau est très massive à Caen. Voilà, donc la rue de l'âge 4, finalement, ce n'est pas tout à fait la même, évidemment, que la rue de l'âge 1. Elle devient à la fois espace public, garantie d'une densité acceptable. C'est le cas très clairement sur la Presqu'île, de pouvoir garantir une densité qui serait acceptée par les futurs habitants, et puis vectrice de résilience et de bien-être individuel et collectif. Et on doit amener ces enjeux dans un modèle urbain qui est hérité, avec lequel on doit composer, en ménageant les traces du passé. Et je crois que Caen est un bon exemple de cela, puisque les couches historiques successives servent cette transition avec un changement d'image et d'imaginaire, à l'instar de ce qu'on a pu faire pour le quartier Saint-Jean avec la reconstruction. Voilà, je vous remercie. Je suis prêt évidemment à échanger avec l'ensemble des intervenants et puis les participants du webinaire.
Merci beaucoup, Nicolas Escache, pour votre esprit de concision. On pourrait bien évidemment rester des heures à vous écouter. Ce qu'on peut déjà noter avant de partir vers Tunis, c'est que l'intérêt du projet urbain de la presqu'île a permis d'envisager de réinventer la rue sans un usage excessif de la voiture, contrairement au quartier historique. Je vous vois opiner du chef. On pourra revenir sur d'autres manières dont vous y prenez pour animer ces rues. Mais sans plus tarder, prenons je ne sais pas quel moyen de locomotion, si ce n'est les vertus du virtuel, pour rejoindre à Tunis Imen Zioua. Imen Zioua, merci d'avoir accepté de participer à notre webinaire. Votre témoignage était précieux puisque vous êtes enseignante à l'école nationale d'architecture et d'urbanisme de l'université de la très belle ville de Carthage. Vous avez, entre autres choses, fait une thèse sur le rôle des espaces verts dans la ville de Tunis. Bien évidemment, c'est une problématique dont on va pouvoir faire écho. Vous êtes architecte de formation. J'arrête là dans la présentation. Si ce n'est quand même pour rappeler que vous avez aussi une expérience d'élu dans la ville de La Goulette. C'est bien ça. Exactement. Et c'est pouvant expliquer la manière dont vous allez nous parler de la rue à Tunis, dont les modes, nous dites-vous, d'appropriation par la population ont considérablement changé depuis l'année 2011, l'année de la révolution du jasmin qui devait marquer le début du printemps arabe. Alors, en quoi cette révolution s'est traduite par une transformation des modes d'appropriation de la rue? C'est ce que vous allez nous montrer avec quelques illustrations qui sont que vous avez prises vous-même, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Merci beaucoup Sylvain, merci Charlotte, merci Lionel pour cette invitation. Donc c'est avec plaisir donc je participe à ce webinaire sur la rue en tant qu'espace partagé. Donc je vais vous parler de Tunis, ma ville dans laquelle je suis née, dans laquelle j'habite, qui est aussi qui est en commun avec la ville de Caen, c'est ce bord de mer, cette proximité par rapport à l'eau, sauf que c'est un peu plus important au niveau du nombre d'habitants, puisque Tunis est une ville d'environ 2,5 millions d'habitants, qui s'étend sur 4 gouvernorats et 38 communes, avec au centre la commune de Tunis comme commune centrale avec environ 700 000 habitants. Juste pour que vous ayez une idée, on est en bord de mer, la ville est coincée entre 2 plans d'eau, 2 lacs salés et puis le littoral. Et la commune de La Goulette est en réalité la plage de Tunis, la commune la plus proche si on veut aller se baigner, avec beaucoup des films d'ailleurs qui sont tournés pour justement sur La Goulette. Donc, on va parler Tunis après la Révolution. Enfin, l'espace public Tunis après la Révolution a été complètement approprié par les habitants. Un espace qui était avant extrêmement policé. Et le point de départ de la Révolution, c'était une énorme manifestation où il y a des milliers de personnes qui ont convergé vers l'avenue Habib Bourguiba. Donc, l'avenue Habib Bourguiba, c'est un peu les Champs-Élysées de Tunis, l'avenue principale de la ville, et qui se sont amassés, devant le ministère de l'Intérieur, qui symbolise au fait le siège du pouvoir policier. Donc, on est venu réclamer une liberté et aussi réclamer le départ du président qui a eu le soir même, le 14 janvier 2011. Et depuis, il y a une nouvelle, je dirais, un nouveau rapport des habitants par rapport à leur espace public. L'image que vous voyez ici, c'est une image que j'ai prise il y a 2-3 semaines au centre de Tunis, aux portes de la Médina, à Bab el-Khadra. Et l'inscription, le tag en arabe, veut dire « la rue appartient au peuple ». Et donc, il y a véritablement une appropriation de l'espace public et de l'espace de la rue en particulier. Cette appropriation a pris de multiples dimensions et de multiples usages. D'abord, la rue comme espace d'expression et de contestation.
Donc, j'ai parlé de cette image des manifestants qui sont amassés devant le ministère de l'Intérieur le 14 janvier 2011. Donc, c'était le point de départ de cette nouvelle appropriation. Et depuis, ce serait bien qu'on revienne un petit peu en arrière vers l'image où il y a le tag. Et depuis, voilà, exactement. Et merci. Et depuis, on descend dans l'avenue pour protester, pour exprimer son opinion. On a en fait la révolution, l'anniversaire de la révolution dans l'avenue. On l'appelle l'avenue, parce que quand on parle l'avenue, c'est l'avenue Habib Bourguiba. En fait, aussi, on vient aussi exprimer son mécontentement par rapport à l'actualité politique. Et les marches du Théâtre national qui sont sur cette avenue-là sont devenues un petit peu l'oratoire de tous ces gens-là qui viennent exprimer leur opinion de manière très libre et sans autorisation très souvent de la part des autorités qui l'espèrent et qui regardent cette nouvelle liberté d'expression, liberté d'usage. Il y a aussi, la rue est aussi devenue un théâtre, je dirais, d'expression artistique. Alors, c'est là que prend le sens la diapositive suivante. Exactement, exactement. Et donc, des expressions artistiques plus ou moins organisées. Donc, ce que vous voyez à gauche, donc la rue, c'est une affiche qui a été réalisée pour un festival qui se déroule tous les ans dans la rue de la Médina de Tunis, qui s'appelle Dream City, Rêver la ville. Et en réalité, ce sont un ensemble d'œuvres d'art qui sont installées dans l'espace public. Des œuvres d'art, mais aussi des performances qui se passent en public et dans la rue tous les ans, à peu près au mois d'octobre-novembre. Il y a ça c'est de manière, je dirais, récurrente. Il y a aussi des projections de films en plein air gratuites pour le public qui se déroulent sur l'avenue justement Habib Bourguiba en marge d'un festival, c'est les Journées cinématographiques de Carthage. Donc un festival du cinéma qui est devenu maintenant célèbre dans le monde arabe. Évidemment, il y a en fait aussi la fête de la musique comme partout dans le monde, le 21 juin, aussi dans les rues de Tunis. Mais il y a des manifestations en fait, qui sont un peu plus originales, comme l'image que vous voyez à gauche. Donc, vous avez justement des paniers, comme l'a dit Sylvain, et puis vous avez des personnages habillés en blanc. En fait, c'est la parade de l'école d'architecture. C'était juste aux sorties du Covid, donc on ne pouvait plus faire de manifestations à l'intérieur de l'école, des expositions notamment pour les travaux d'art plastique. Donc les étudiants et leurs enseignants ont décidé de sortir dans la rue, d'aller vers les habitants et pour leur montrer leurs travaux. Et là, ils ont défilé dans l'avenue Habib Bourguiba jusqu'à arriver sur les marches de la Cédaculture, avenue Mohamed V, et ils sont habillés de costumes qu'ils ont réalisés eux-mêmes dans les ateliers d'art plastique. La rue à Tunis a aussi une importance commerciale. Et là, je souhaiterais qu'on passe à la carte. Voilà, la rue est un espace économique. Donc, comme on voit sur cette carte-là, on a différents équipements qui sont signalés. Le marché central en bas, la gare Abou Samer, le marché Sidi El Bahri. Donc, rapidement, Nicolas parlait de la succession des tissus urbains dans la ville de Caen. À Tunis, c'est à peu près la même chose. Donc, nous avons à gauche la Médina médiévale qui est signalée avec une couleur un peu plus claire, jaune. Évidemment, mes cartes ne sont pas aussi bêtes que celles de Nicolas. Je ne suis pas géographe. Et puis, vous avez au pied face à la Médina, au contact immédiat des remparts de la Médina, cette trame orthogonale de la ville européenne. Et vous avez, je ne sais pas si vous arrivez à voir horizontalement, vous avez le départ de l'avenue Habib Bourguiba qui va vers la mer et qui part de la porte de la mer, qui est la porte principale de la Médina. Doit-on comprendre, Imen, que ce sont les marchands de la Médina qui finalement se répandent dans d'autres quartiers de la ville? Est-ce que c'est ce que vous voulez illustrer à travers cette carte? Ce n'est peut-être pas exactement. Donc, on assiste à une réelle porosité des remparts qui ont été démolis. Et en fait, c'est une frange intermédiaire entre la Médina et la ville européenne
qui se trouvent investis par ces commerces informels. Alors, en observant bien donc la position des rues qui sont occupées par ces commerçants, on va voir que ces commerçants vont aller capter les flux piétons là où ils sont les plus importants, à savoir sur des rues qui mènent par exemple vers le marché central. Et aussi des rues qui mènent vers un autre marché, le marché Sidi El Bahri, dans les faubourgs nord de la Médina, et aussi des rues qui mènent vers des gares, comme la gare de la place Barcelone en bas, et en haut à gauche, la gare routière de Habib Zemr. Donc c'est là où il y a le maximum de passages que les habitants, que les marchands sont venus se positionner pour occuper la rue et vendre leurs marchandises et capter ce flux piéton. Alors, comme tu l'as si bien soulevé, Sylvain, on assiste un petit peu aux mêmes pratiques qui se trouvent, parce qu'en définitive, la Médina, ce sont des souks, ce sont des artères marchandes. Donc, c'est un petit peu les mêmes pratiques de la Médina qui sont sorties de cette frange intermédiaire entre la Médina et la ville européenne, dans une sorte de continuité. D'ailleurs, on retrouve les mêmes ambiances, des ambiances riches en couleurs, comme on voit sur ces images-là, riches en senteurs, quand on vend aussi des fruits et des légumes, et aussi, malheureusement, les images ne peuvent pas le rendre, une ambiance sonore extrêmement intéressante où les marchands chantent et vantent les qualités de leurs marchandises. Et c'est une ambiance extrêmement qui reprend tout à fait celle des villes orientales et nord-africaines je dirais, la rive sud de la Méditerranée. Si on s'éloigne un peu vers les quartiers périphériques de la Médina, on va trouver un usage plus apaisé de l'espace public, un usage plus, je dirais, plus verdoyant, dans la mesure où les habitants sont venus occuper, tout à l'heure Nicolas a parlé d'une politique de réappropriation des friches urbaines. En Tunisie, on n'a pas cette politique-là, mais ce sont les habitants qui l'ont créée. Une enquête qui a été réalisée auprès des habitants du Grand Tunis a montré que les habitants estiment qu'il n'y a pas assez d'espace vert dans leur ville. Et ils ont raison. On a moins que 3 mètres carrés d'espace vert par habitant. Et aussi, ils sont mécontents, ils sont pas contents. Ils sont quant à la gestion des espaces verts et de leur entretien. Par ailleurs, si on regarde les planifications, je dirais, stratégiques du Grand Tunis, on voit qu'il n'y a pas réellement une politique de verdissement de la ville. Donc, ils ont réinventé ce que nous appelons, nous, l'urbanisme tactique, et ils ont décidé, voilà, de créer leur propre espace vert, leur propre espace de proximité. Donc ici, je vous amène des images que j'ai prises à gauche dans 2 quartiers périphériques de la Médina. Donc à gauche, on voit cette image de ce sentier avec des pics de barbarie, des arbres de droite à gauche. Ce jardin a été créé par un habitant dans la maison, se trouve face à une autoroute urbaine. Donc, il est venu sur un délaissé face à sa maison. Il a commencé à planter des arbres, à planter son jardin à l'extérieur. L'idée initiale était de se protéger des nuisances visuelles, un peu sonores, mais ce n'est pas très efficace, on le sait bien, et de la pollution générée par l'autoroute par rapport à sa maison. Puis, il a pris goût. Un collectif s'est constitué autour de ce monsieur-là et de fil en aiguille, le jardin couvre maintenant une surface d'1 hectare de délaissé en bord d'autoroute urbaine. Mieux que ça, il est devenu un rendez-vous pour les amoureux de plantes et on voit ici en bas une image que j'ai prise sur la page Facebook de ce collectif. Ils organisent des journées pour le troc des plantes, des journées qui sont, l'appel est relayé dans les réseaux sociaux qui, comme on sait, sont très actifs dans nos pays après le printemps arabe. Merci beaucoup Imen. Vous avez très largement anticipé une question que je gardais par devers moi, à savoir qu'attendre des architectes par rapport à ces nouvelles formes d'appropriation de la rue, quelles
propositions peuvent-ils faire pour accompagner ces phénomènes? On le voit déjà, on comprend en tout cas à quel point ils nous sont précieux pour visibiliser ce qui se passe dans les rues, en prenant des photos à hauteur de citadins, comme vous le faites, mais aussi en sachant prendre de la hauteur à travers ces cartes qui nous permettent de comprendre, de prendre la mesure des dynamiques à l'œuvre. J'aurais une autre question à vous poser, mais on le gardera tout à l'heure, c'est sur celle relative à la régulation par les pouvoirs publics. Vous nous avez laissé entendre qu'ils laissaient faire, mais jusqu'à quel point ça serait intéressant d'en savoir plus. En attendant, je vous propose de partir à Lausanne, y retrouver Pascal Anfou. Alors, j'imagine, Pascal Anfou, que le mot d'ambiance qu'a utilisé Imen et qui me paraît essentiel pour comprendre, appréhender de manière compréhensive la rue, a dû caresser vos oreilles, puisque vous êtes, entre autres, chercheur au Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain, le Cresson, de l'école d'architecture de Grenoble Vous êtes vous-même, Pascal Anfou, architecte et géographe de formation, et vous accompagnez des collectivités dans des projets urbains à travers la structure que vous avez créée, au très joli nom de Contrepoint, dont le siège est à Lausanne, où nous vous retrouvons. Et si nous voulions vous avoir avec nous, Pascal Anfou, c'est que vous avez, entre autres choses, accompagné un projet suite à un concours de réaménagement, un concours d'aménagement d'espace public le long d'une ligne de métro qui empruntait l'ancienne voie d'un funiculaire, et pour imaginer, y réinventer les espaces publics tout du long, dans le cadre d'une proposition, elle aussi bien nommée, Trait d'Union. Je vous laisse nous en dire un peu plus à travers les quelques visuels avec lesquels vous êtes venus. Pascal Anfou. Merci. Vous m'entendez? Donc voilà, on peut passer la première diapo qui est en fait la planche de rendu du concours. Je ne sais pas si vous pouvez l'afficher. Qui est la planche de rendu du concours avant la réalisation. Parce qu'en fait, c'est le seul cas où on a représenté de façon horizontale ce kilomètre d'espace public qui devait accompagner la mutation d'un petit funiculaire qui datait des années 1900 et qui fonctionnait toujours dans les années 80, et qui en fait menait du lac qui est situé ici à gauche de la diapo à la gare qui est à peu près au niveau des coupes qu'il y a à la droite de la planche. Et ce funiculaire a une fonction historique très très importante à Lausanne, puisque c'était le moyen, il avait été construit en pleine campagne, sur tout ce secteur-là. Pour vous donner l'échelle, il y a environ 1 kilomètre. Et puis il passait sous la gare, il traversait la Mauraine pour déboucher dans une vallée qui est au cœur de la ville de Lausanne et qui interrompt en fait la pente face au lac, et qui est devenue la zone industrielle du 19e siècle et le développement qui aujourd'hui est le quartier branché de Lausanne, etc., etc. Et dans les années 80, plutôt 2000, mutation complète et projet de métro double voie, qui donc modifie complètement les profils anciens, etc., en réutilisant cette voirie et en faisant muter évidemment ce petit funiculaire qui avait tout un charme, toute une histoire, etc., en un métro, si vous voulez, le matériel, c'est le même que la M14 à Paris. Donc, c'est un métro automatique et c'est vraiment un autre état d'esprit. Et puis, c'est un travail d'ingénieur, et la ville lance un concours en disant mais il y a quand même des problèmes de traitement d'espace public, on ne va pas juste remettre en place et on ne sait pas si on couvre, si on ne couvre pas, etc. Alors, très très brièvement, vous voyez une partie verte à gauche, une partie grise à droite. La partie verte, c'est une partie qui est couverte, où en fait la voie ferrée est couverte. Et puis la partie grise, c'est la voie ferrée qui est aérienne, qui est en gris, et vous devinez un cheminement en blanc. Et évidemment, l'enjeu, c'était d'établir une continuité de cheminement dans la pente
depuis la gare à droite jusqu'au lac à gauche. Et on a une première séquence qui est découverte où on va longer les choses. Vous voyez des taches blanches qui interrompent, qui sont les 4 gares, en fait, les 4 stations, qui sont à peu près tous les 300 mètres sur ce kilomètre-là, où on a dit, on en fait des vrais espaces publics qui couvrent les gares. On accueille le stockage de vélos, puisque les rues qui traversent cette voie sont horizontales, contrairement à toute la ville qui est dans la pente. Donc, on vient en vélo, on pose son vélo, on prend le métro, on monte tout en haut de la ville. Toute la ville, il y a 400 mètres de dénivelé entre le haut et le bas. Donc, la pente était un gros handicap. Aujourd'hui, avec le vélo électrique, ça change. Voilà, donc vous voyez qu'il y a tout de suite justement des ambiances très contrastées entre des parties qui sont plutôt minérales, qui sont un peu plus urbaines, avec un cheminement réduit qui est le long de la voie ferrée, des espaces publics de pause où il y a à la fois la fonctionnalité des vélos, mais à la fois toujours une aménité qui fait qu'il y a un minimum d'animation avec la terrasse d'un bistrot, avec tel ou tel équipement, etc. Donc des ambiances qui sont aussi différenciées suivant les 3 ou 4 stations. Et puis la partie couverte qui, elle, est vraiment jardinée, et comme vous le verrez sur une image supplémentaire. Alors j'ai appelé ça la rue adjacente pour dire... non, attendez une seconde, pour dire, voilà, par rapport à tous les types de rues, parce que si on parle d'artères, si on parle de boulevards, si on parle d'avenues, d'impasses, de venelles, de chemins, de dessertes, de passages, de traverses, etc. Voilà, la rue, elle se cale là-dedans. Alors, j'ai dit adjacente parce que, en fait, elle est adjacente, elle est jetée à côté d'autres. Alors, à côté de la voie ferrée, et déjà, c'est peut-être quelque chose qui va du côté des multimodalités de la rue contemporaine. Mais aussi, vous avez compris l'histoire des vélos. Donc, c'est l'idée de parking relais, en fait, de transposition de la logique des parkings relais à des échelles urbaines sur une échelle intra-urbaine avec le vélo. On pose son vélo, on prend le métro. Et puis, évidemment, il y a le piéton qui est majeur, et où là, c'est la logique de la promenade et aussi de la pause. Et puis, en même temps, les 2 coupes que vous voyez au-dessus et en dessous, en fait, elles sont à peu près à l'endroit du tracé de 2 voiries qu'on peut peut-être regarder sur l'autre plan, pas l'image qui serait en 2e diapo, qui est sorti de tout à fait un autre travail, qui est une étude d'un volet patrimoine pour le nouveau plan général d'affectation de la ville de Lausanne. La ville de Lausanne refait son PLU, si vous voulez, tous les 20 ans, donc c'est toujours des très gros enjeux pour redéfinir la programmation, etc., etc. Et là, ils se sont dit tout à coup, oulala, mais on n'a pas parlé du patrimoine, et quand même, il faudrait faire quelque chose. Et la commande était de faire ce volet avec des recommandations, mais qui aillent au-delà de la logique du classement des bâtiments architecturaux, et qui définissent des choses qui soient de l'ordre du patrimoine à des échelles urbaines. Alors, je ne vous montre que cette image-là, il y avait 6 thématiques différentes. Mais il y en a une qu'on a sortie sur un patrimoine qu'on a appelé infrastructure et connectivité. Alors, infrastructure, c'est l'idée que, en fait, et ça c'est très important, je crois, par rapport à la rue et ses différentes formes est une mémoire de la ville, parce qu'elle reprend d'abord des tracés, des questions topographiques, elle longe des parcellaires, etc. Donc, elle est une mémoire à ce titre-là. Et puis ensuite, elle change de gabarit suivant les époques. Donc, patrimoine, infrastructure, vous devinez très bien dans ce schéma-là, vous avez le noyau historique qui sont les 2 collines centrales dans la grande pente avec sa petite couronne de place moyenâgeuse. Puis ensuite, vous avez une 2e couronne qui sont des infrastructures qui sont des rues anciennes, et puis une 3e couronne où les infrastructures, ça devient des traits noirs, sont plus grandes. Alors, vous voyez dans la légende, peut-être infrastructure, parkway et grands ensembles, avenues et équipements, places et parking. Une façon de dire, voilà, on a 3 époques qui correspondent vraiment à la mémoire de développement historique de la ville, et on associe toujours une infrastructure, un type de voirie, avec un type de bâti. Je crois que la rue, d'ailleurs, à l'origine, je crois que ça vient de la rive en latin, et c'est l'idée que c'est un canal, mais qui est accompagné d'un remblai, d'une ride. Et la ride, c'est presque toujours du bâti. Et je crois que c'est une des choses qui caractérise étymologiquement la notion de rue. Et Pascal, donc là, on fait cet effort-là.
Pascal, Oui. pour faire écho à un propos de Nicolas Escache, c'est que donc vous confirmez comment la succession de formes différentes de rues, mais qu'il s'agit de faire coexister. Nicolas parlait d'une 4e génération de rues, mais qui n'élimine pas les précédentes. Et tout le défi pour l'urbanisme, c'est de les concilier, de les faire cohabiter. Exactement. Et là, c'est même carrément une logique de réhabilitation, mais pas appliquée au patrimoine architectural, mais au patrimoine viaire de la ville. Et donc, c'est la notion de connectivité qu'on associe plutôt aux voies anciennes, aux voies qui sont dites planifiées, qui en fait datent des années 1920, au moment où l'automobile apparaît. Et comme Lausanne est une ville en pente, eh ben, tout à coup, on va faire des voiries qui sont en biais pour avoir des pentes qui soient compatibles avec l'automobile. Et alors, on peut montrer juste, je ne sais pas si vous arrivez à voir, le petit faisceau entre un trait noir continu, un petit pointillé et un trait tillé qui est au sud, qui est orienté nord-sud et qui est entre la gare, qui est une petite barrette horizontale rouge, et le lac. Est-ce que vous arrivez à le montrer? Vous avez la flèche dessus? Non, non, non. Oui, la flèche, elle est dessus. Voilà, c'est ça. Et vous voyez le faisceau là où vous êtes, entre les 3 voies qui sont quasi parallèles, mais qui sont une voie qui est justement une voie planifiée, qui est en trait continu noir, qui date de l'automobile. La voie centrale, eh bien, c'est le projet que je vous ai montré, c'est-à-dire que c'est de la gare au lac, les 4 stations, et c'est la réhabilitation du chemin de fer historique du 19e, qui était une tranchée, etc., en espace public de cheminement, pour le vélo, etc., etc. Et puis la 3e voie, qui est une voie historique qui descend en effet vers le lac. Et entre ces 3 voies, il y a des fonctionnalités. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est à dominante automobile, une qui est à dominante piétonne que vous avez vue, mais avec le métro à côté ou en dessous, et une qui est à dominante transport public, puisque la plupart des bus sont à côté. Donc, on a deviner, Pascal, l'idée d'une zone d'habitabilité, parce que quand j'habite à l'intérieur de ces 3 voies, ben, je suis à moins de 50 ou 100 mètres d'un service de transport public performant qui est le métro, d'un cheminement piéton qui est une vraie promenade, ou de l'acheminement et de voitures. Et on peut finir. Doit-on comprendre, oui. Pascal, que oui. le 3e visuel est une illustration de ce cas intermédiaire que vous avez évoqué? Voilà, alors ça, c'est une image de la partie couverte, donc la partie sud, qui est plus proche du lac, de ce kilomètre d'espace public que nous avons traité. Et vous voyez là aussi, alors je finis là-dessus avec cette idée d'adjacence, je ne sais pas si elle est très bonne, c'est très heureux, mais c'est quand même l'idée aussi qui a été évoquée par les 2 exposés précédents, les 2 présentations présentes, de mixer, d'hybrider des mobilités différentes, etc. Ces 2 petites filles, elles marchent sur un côté routier, c'est-à-dire qu'on a goudronné quelque chose. C'est un goudron un peu épais pour qu'on ne puisse pas faire trop de roller en descendant dans la pente, puisqu'il y a 6%, c'est quand même très amusant. Mais à côté, vous avez une pelouse qui est fauchée 8 fois par an et où il y a d'autres images où on peut montrer que des gens se couchent, s'arrêtent au soleil, etc. Alors que de là où je prends la photo, il n'y a que 3 fauches par an. Là, ça vient d'être fauché. Mais donc, c'est un traitement un peu différent. Puis après, vous avez toute la bande végétale avec les graminées, les fleurs, etc. Puis derrière, vous devinez des massifs arbustifs qui sont plutôt à 3-4 mètres. Et en fait, c'est la limite entre le public et le privé. Alors voilà. Ça, c'est aussi très, très important, je pense, dans la rue contemporaine, c'est aussi de réinventer ce rapport entre le public et le privé, où le jardin privé profite à l'espace public et où inversement, il y a des prolongements. Par exemple, on a pris le magnolia, il y a des magnolias superbes qui ont une centaine d'années, qui sont dans des parcelles privées là. On l'a pris comme sujet et on a des magnolias dans l'espace public. Donc, ça fait des continuités. Et ça, c'est très intéressant sur le plan des ambiances, justement, pour agrandir l'espace. En fait, ce n'est pas une confrontation, une limite entre le privé et le public,
Et le public agrandit l'espace privé et réciproquement l'espace privé agrandit. Merci beaucoup Pascal, merci infiniment, d'autant que vous m'offrez une belle transition avec la question que je voulais vous poser à tous les trois. Bien évidemment, Nicolas pourra nous dire si dans le troisième visuel, il se retrouve, lui, qui est attaché à promouvoir ce qu'il appelle des hubs de proximité dans sa commune. Mais au-delà de ça, j'aimerais vous entendre sur ce que vient d'évoquer à l'instant Pascal, c'est-à-dire la nécessité, quand on traite des rues, d'assumer une tension entre une aspiration de la population à y faire des usages très divers, et Imen en a fourni de très belles illustrations, et en même temps garder à l'esprit que la rue participe d'un espace commun. Alors, comment, au-delà des particularités, des contextes des villes dont vous nous avez parlé, vous gérez, si tant est qu'on puisse utiliser ce mot, vous affrontez cette tension-là. Peut-être Nicolas, Imen et Pascal pourra revenir en réponse à cette question. Je pense qu'en réalité, il y a plusieurs tensions. D'abord, à mesure que les logements se rapetissent et que la demande de petits logements aussi, on comprend bien, vu les prix de certaines zones, augmente, on est amené à externaliser un certain nombre d'usages aussi, par exemple dans la rue ou dans des espaces partagés. Et de l'autre, on a de plus en plus d'exemples de cohabitat, d'habitat collaboratif, qui intègrent aussi des usages communs, des espaces mutualisés, à l'intérieur même des logements. Donc déjà, là, on a un jeu de chassé-croisé qui permet de repenser complètement l'articulation privée-publique. Après, il y a aussi une attention à porter, parce qu'à la fois, il y a une saturation, une multiplication des usages de la rue, qui peut être d'un côté bénéfique, puisque la rue prend d'un seul coup le visage d'un espace public. Je parlais de micro-fonctionnalités, effectivement. On a de plus en plus de hubs de proximité en bas des immeubles, avec des espaces qui peuvent être des espaces où on va à la fois garer son vélo, pouvoir se rencontrer, pourquoi pas travailler. Donc, on construit la rue aussi comme espace à la fois de relais, de micro-proximité. Mais de l'autre, il faut y prêter aussi garde, parce que, par exemple, sur le cas des terrasses, on voit que l'extension des usages aboutit à privatiser la rue, que ce soit de la part de certains commerces ou d'ailleurs de la part de certains propriétaires. Et donc, il faut arriver à ménager aussi la rue comme espace ouvert. Donc, c'est tout l'enjeu d'arriver à conserver cette vie de la rue et son évolution comme espace public linéaire, comme espace de rencontre, comme hub de proximité, et en même temps de s'assurer de la dimension non pas seulement commun, parce que dans le commun, il y a déjà une privatisation, mais publique de la rue. Privatisation, le mot qui fâche a été prononcé. Est-ce que c'est en ces termes que Imen appréhende et observe les choses du côté de Tunis? Auparavant, je relève qu'un de nos webinaires ou webineuses, je dis ça parce qu'elle n'a pas signé, voulait revenir sur l'expérience de Stockholm, mais je l'inviterai peut-être à surfer sur le net pour rester quand même sur nos trois villes dont nous avons des représentants en chair et en os. Imen, sur comment cette tension, est-ce que c'est en ces termes que vous problématisez la chose à Tunis? Merci Sylvain. En fait, je ne parlerai pas vraiment de tension, parce qu'en réalité, il n'y a pas de véritable conflit d'usage. En fait, on partage l'espace public d'une manière plus ou moins, je dirais, en convivialité avec les différents usagers. Évidemment, la voiture se trouve forcément exclue. Et toutes sortes de mobilités, je dirais, mécaniques, s'en trouvent exclues. Donc, autour du marché central, par exemple, les rues ont été piétonnisées. Donc, les livreurs savent qu'ils doivent venir, en fait, il y a un compromis, qu'ils doivent venir avant 10 heures du matin pour livrer les marchands, enfin, le marché lui-même. Et après, c'est le règne du piéton, et ce sont les marchands qui s'installent dans le temps. Ensuite, au niveau donc j'ai parlé de plusieurs usages. Donc, par rapport au jardin, au délaissé, en fait, il n'y a pas vraiment de privatisation. Même sur des images que j'ai montrées, que je n'ai pas eu le temps de commenter, on trouve que ces images représentent un potager communautaire
Donc, ce sont des gens qui sont venus installer un potager au pied d'une résidence, d'immeuble, et le potager est ouvert à tous. Ils viennent même partager les légumes, voilà, comme on voit sur la gauche. Donc, l'image du bas, on voit, ils ont mis sur le mur la récolte du jour. Et au fait, même si les gens qui n'ont pas participé à l'entretien ou à la mise en place du potager peuvent venir se servir et peut-être prendre un café. Donc, on n'a pas vraiment une privatisation, mais au fait, on a une mise en commun de ces espaces-là et ces espaces deviennent vraiment des espaces de convivialité et de vivre ensemble, finalement. Avant de revenir vers Pascal, sauf si Nicolas veut réagir, une question encore pour vous, Imen, et c'est votre peinture murale qui m'y incite. Comment Nicolas et Pascal ont évoqué ce que, en retravaillant sur la rue, ils faisaient aussi au plan de la renaturation. Qu'en est-il à Tunis? Est-ce qu'on peut considérer que l'apparition de ces jardins partagés dans des délaissés participe à une renaturation qui ne serait pas officiellement prise en charge ou l'objet d'une politique dédiée? Oui, cette renaturation de la ville par les habitants, elle répond à un besoin, finalement, à une nécessité que les habitants ont ressentie. Elle n'est pas incluse dans une politique, une stratégie globale de reverdissement de la ville, mais en fait, elle se fait avec l'accord quand même des autorités municipales. Le projet, le parc, le jardin de 1 hectare que j'ai montré, finalement, la ville a aidé ce monsieur-là à installer un système d'arrosage, parce que ça les arrange bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette interface entre l'urbanisme tactique, les opérations d'urbanisme tactique et les opérations les stratégies, je dirais, politiques globales au niveau de la ville. Alors là, j'anticipe sur une question que tu avais posée sur notre rôle à nous d'architectes. Et bien, c'est justement de rendre possible ce dialogue, cette articulation entre une cohérence, si vous voulez, entre les opérations d'urbanisme tactique faites par les habitants, ici, maintenant, qui répond à une urgence, à un besoin, et les stratégies globales de renaturation de la ville. Parce que finalement, les stratégies de renaturation, elles ne sont vraiment efficaces que lorsqu'il y a une continuité dans les espaces végétalisés pour restaurer les corridors écologiques et renforcer la biodiversité. Et cette vision globale, il n'y a que les acteurs en place au niveau communal, au niveau central qui peuvent l'avoir, qui peuvent l'apporter. C'est intéressant de remarquer en vous écoutant que finalement vous renouez avec la vocation première de l'architecte qui était d'embrasser la ville dans toutes ses composantes, y compris la voirie, la rue, etc. Je reviens vers Pascal, alors, à qui je ne repose pas la question puisqu'il y a déjà répondu en l'inspirant cette question, mais en revenant, quoique vous pouvez ajouter des éléments, mais j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit et qui m'a également intéressé, c'est qu'au fond, la rue et les formes de rue sont l'expression de la mémoire de la ville. Est-ce à dire que finalement, c'est en partant de cette histoire qu'il faut envisager les rues de demain, ou est-ce et autrement dit, ne pas se livrer à un benchmarking excessif en allant voir ce que font d'autres villes, dans la mesure où elles n'ont pas la même histoire. Est-ce que vous voyez le sens de ma question? Est-ce que oui, voilà. Absolument. Oui. Vous m'entendez? J'ai toujours mon micro. Oui. 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 Enfin, ma réponse, elle est oui, 3 fois. D'autant plus que je pense que, enfin, ça a l'air un peu évident et banal, mais je pense qu'il faut vraiment le méditer. C'est-à-dire qu'on voit bien, et peut-être que l'image que j'ai montrée d'ailleurs est très mauvaise de ce point de vue-là, parce que c'est une belle image. C'est une belle image qui pourrait peut-être être dans pas mal, quand même, pas dans n'importe quelle ville. Mais disons que comme paysagiste, comme concepteur, on est tous pris par nos publications, par les références internationales, par les grands projets, etc. Et on demande dans les concours toujours des références, donc on met toujours les mêmes images de référence, et il y en a qui circulent, etc. Et finalement, quand on regarde une rue piétonne
ici ou là, et même on peut changer de continent, on peut retrouver les mêmes. Et quand on regarde des espaces publics apaisés, partagés, hybrides, etc., du monde entier, ben, on va trouver les mêmes graminées et les mêmes bancs designés, quoi. Et ça, je trouve ça absolument dramatique. Et c'est un peu une dépossession, une perte de métier et d'exigence du métier. Et je pense que l'histoire peut être très, très importante. Et comme la rue, peut-être que sa définition la plus profonde, c'est qu'elle est dépositaire d'une histoire urbaine et qu'elle l'est beaucoup plus qu'un bâtiment, parce que justement, c'est une collection de bâtiments, parce qu'elle aligne des bâtiments qui sont d'époques différentes, parce qu'elle a un alignement de platanes qui sont 150naires et qu'on sait donc que sa programmation, son tracé a 150 ans. Alors, et tout le monde le sait, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le savoir, comme je le dis maintenant, parce qu'on est un peu historien de la ville ou qu'on s'intéresse ou que c'est son métier, mais implicitement comme usager, je sais bien que quand je chemine sous une allée de platanes qui a 150 ans, il fait 5 ou 10 degrés de moins que dans les rues derrière. Je le sens corporellement, peut-être que je ne l'ai pas réalisé, mais ça change complètement tout. Et là, au type d'usage le plus ordinaire de la personne qui a le moins à voir avec les questions d'urbanisme, etc., et où voilà, tout un chacun va avoir tendance à venir là parce que, etc. Et là, on est dans une problématique d'ambiance. Et je pense qu'en effet, cette notion, j'ai dit tout à l'heure un peu par hasard, mais réhabilitation, c'est vraiment réhabiliter. Si j'interviens sur un espace rue, alors, on peut me demander de la transformer en rue piétonne, etc. Je peux discuter et faire des critiques sur la rue piétonne. Ça a donné des vraies catastrophes sonores, de gentrification, de tout ce qu'on veut. Mais peut-être que réfléchir à la façon dont je réinvestis et je réinterprète et je m'inscris dans une histoire où j'ajoute une couche, mais qui doit révéler l'histoire ancienne, est un argument important. Alors le projet, la photo que je vous ai montrée, c'est la partie qui est couverte où vraiment la voie ferrée, elle est occultée. Mais quand même, il y a une valorisation, par exemple, de toutes les façades des maisons d'époques différentes à côté. Mais dans la partie supérieure, voilà, on est le long de la voie ferrée, on a les vues, on a l'architecture des années 20, puis l'architecture 1900, puis tout à coup, on arrive sous gare, etc. Et donc, ça raconte une histoire de la ville, en fait, cette traversée-là. Et à ce titre-là, c'est peut-être avant de laisser un exemplaire à ce titre-là, pas au titre de l'aménagement lui-même, mais de la méthode qui consiste à révéler une certaine histoire du territoire. Avant d'entendre Nicolas et Imen réagir à vos propos, je m'empresse de souligner le fait que ça ne vous condamne pas, comme Pascal, à ne porter des projets urbains que dans votre ville de Lausanne. Vous intervenez bien sûr dans d'autres villes, mais ce qu'on doit comprendre de vos propos, c'est que l'intervention doit s'inscrire dans la durée et qu'il faut se doter des moyens de bien comprendre le contexte particulier des villes où l'architecte urbaniste intervient. C'est une évidence, mais de celles qui valent parfois d'être rappelées. Alors, Nicolas, vous qui êtes allé voir du côté de Stockholm, mais en prenant soin, entre autres références, mais en prenant soin de nous dire que vous n'avez pas fait que transposer ce qui se faisait dans cette ville ou d'autres, mais que vous êtes approprié des solutions, des initiatives pour réanimer vos rues, les rues de votre ville. Parmi d'ailleurs les autres initiatives dont vous êtes inspiré, ou plus exactement que vous vous êtes approprié, il y a Parking Days, comme on dit en bon français, et qui consiste à réinventer cet espace habituellement dédié à la voiture. Nicolas. Oui, alors d'abord, pour peut-être réagir à ce qui a été dit par Pascal, effectivement, j'abonde dans ce sens-là. Nous, on a un patrimoine villaire qui est absolument considérable. Je parlais tout à l'heure du patrimoine de la construction, le formidable atout des contre-allées, par exemple, mais on pourrait évoquer aussi les passages, les voiries couvertes. On a énormément d'espaces comme ça qui peuvent être réappropriés dans le cadre du tracé cyclable, des cheminements piétons. Et puis au-delà de ça, on a parfois des continuités de tracés à travers les modes. Je pense par exemple aux anciennes voies ferroviaires
qui peuvent être utilisés pour le passage des vélos. À Caen, on a un exemple sur le périphérique cyclable avec une ancienne voie de chemin de fer qui est aujourd'hui utilisée comme voie verte et le périphérique cyclable traverse cette voie. Donc, on voit aussi ici des cheminements utilisés d'ailleurs dans des optiques de pacification avec des continuités, mais des changements très, très massifs de mode. Alors, effectivement, pour la question de la réappropriation des parklets et des parking days, on a travaillé sur le cas de Stockholm qui a développé un projet qui s'appelle Street Moves, donc les rues en mouvement, sur certaines rues de Stockholm sans fermer le trafic. Donc, le trafic s'est poursuivi, mais en mettant en place un système de sens unique, par exemple, pour arriver à redimensionner et pacifier, créer des micro-espaces publics qui prolongent les institutions ou les logements existants. Alors, ça pouvait être prolonger, par exemple, une école, prolonger un libraire, et aller comme ça animer les fronts de rue avec des fonctionnalités croisées. Et tout de suite, ça a mis en place du lien parce que le fait que l'école se délocalise dans une partie de la rue faisait qu'elle rencontrait le libraire, la bibliothèque, les retraités venaient écouter une partie de la classe, puis interagissaient. Donc, ça a construit vraiment une interaction qui n'était pas simple. Alors, pour répondre à la question sur les freins, qui n'étaient pas simples en termes d'accord, notamment sur la question de la circulation automobile et des hiérarchies de trafic, mais ça a été tout l'enjeu à Stockholm de concilier à la fois la poursuite du transit par les automobiles et en même temps d'autres fonctionnalités. Donc, c'est ce qu'on a cherché à faire aussi à Caen, en mettant en valeur des espaces qui étaient des espaces interstitiels, qui n'avaient pas encore le statut de place publique. C'est-à-dire c'était des espaces qui étaient entre deux voies, qui étaient très bitumés. Et on a cherché à leur redonner en fait un imaginaire de la place publique à travers à la fois la végétalisation, pardon, la débitumisation, et puis en même temps l'apport de ces mobiliers urbains multifonctionnels qui sont autant d'accroches pour les différents habitants. Alors la réglementation nous aide aussi puisqu'on a une réglementation qui nous contraint à libérer les espaces publics en amont des passages piétons. Notamment les places de parking en amont des passages piétons pour faciliter la visibilité. Et donc là, c'est une capacité massive, je dirais, d'agir sur la ville. Et dans les espaces de la reconstruction en particulier, on a pas mal de places de parking qui peuvent être libérées dans cette veine-là et articulées à des interstices qui peuvent créer des places publiques assez intéressantes. Nicolas, une question à laquelle vous répondez par oui, non, peut-être, et ça me fera transition vers Imen qui aura ainsi le mot de la fin provisoire avant d'entendre comment Lionel Prigent. Vous avez fait connaissance avec Imen à l'occasion de ce webinaire. Est-ce que ces propos vous ont convaincu d'aller à l'avenir regarder plus au sud, du côté de Tunis, plutôt qu'au nord, pourquoi pas les deux en même temps, pour trouver des sources, non pas d'inspiration, on a bien compris que ce n'était pas votre mot, mais d'appropriation de solutions adaptées à votre contexte. Oui, j'ai pu le faire d'ailleurs dans le cadre de Sciences Po, beaucoup avec le Maroc et avec l'Algérie. Et moi, je pense vraiment que, notamment sur la question du stress hydrique et de la manière dont on peut accompagner les villes et la fabrique des villes dans des situations de manque d'eau, mais sur beaucoup d'autres questions aussi, on va se tourner très fortement vers deux zones, en fait, vers l'Arctique et vers l'Afrique. Vers l'Arctique pour comprendre quel est notre passé climatique, parce que dans les glaciers, il y a énormément de mémoire, évidemment, et de traces de mémoire. Et vers l'Afrique pour échanger des méthodes et des pratiques, parce que là, ils se tissent des choses très intéressantes, à la fois sur la gestion des ressources, mais aussi sur la part de spontané, parce que ce que disait Imen, c'est qu'à la fois, il y a un accompagnement après coup des acteurs publics, mais il y a une place qui est laissée au spontané. Et je crois qu'il y a quelque chose en termes de gouvernance, d'innovation à inventer là, dans ce rapport encore flou entre l'acteur public, la puissance de la société civile, et comment on peut conserver sur le temps long une forme de spontané dans la réappropriation de la rue. Heureusement que je vous avais dit oui, non, peut-être, mais merci, c'était très important de préciser tout cela. Alors, de gouvernance, il en est question d'ailleurs dans une des questions adressées à Imen, mais que je laisse peut-être, j'inviterai à laisser de côté, quitte à ce qu'on y réponde ultérieurement. La personne, le webinaire ou webineuse vous invitait à nous préciser le fonctionnement de cette gouvernance impliquant jusqu'à 30
communes, mais je préférerais, en mot de la fin provisoire, que vous réagissiez un peu aux propos et de Nicolas et de Pascal sur l'équilibre à trouver entre la nécessité d'être au plus près de l'héritage, de la mémoire de la ville qui s'exprime à travers ces différentes formes de rues, et puis le besoin aussi de regarder ce qui se fait ailleurs. Imen. Oui, alors cet équilibre a été trouvé. En fait, vous avez compris, il y a eu un bouleversement de gouvernance, des modes de tout après la Révolution. Et la Constitution de 2014 a donné une place très importante à l'approche participative et justement à la décentralisation. Et en fait, le liant, ce qui fait que les rouages tournent bien, qui lubrifie un petit peu les rouages, c'est cette puissance, montée en puissance de la société civile en Tunisie. Donc, qui fait l'interface réellement entre les habitants et entre les acteurs décideurs. Et donc, c'est grâce à des associations qui se sont, pour la plupart, constituées après la Révolution qu'on arrive à trouver cet équilibre. Certaines associations, par exemple, je parle d'un jardin dans la périphérie de Tunis, Al-Maza, qui s'est constitué justement pour qu'un espace public reste public et qui s'est opposé à une action de la commune qui voulait en privatiser, enfin privatiser non, utiliser une partie de cet espace-là pour créer une pupillière municipale. Du coup, cet espace aurait été exclu de l'usage public. Donc, c'est vraiment cette puissance de la société civile et dans lesquelles les femmes sont très actives d'ailleurs en Tunisie. Voilà, ça je tiens à le préciser, qu'on arrive à trouver en fait cet équilibre et que tout se passe bien. Par rapport à la résilience des villes, à leur adaptation aux questions de, comme vous disiez Nicolas, du stress hydrique, eh bien nous, on va puiser tout simplement dans nos traditions, dans nos coutumes ancestrales, pour pouvoir trouver une solution, par exemple, par rapport à la récupération des eaux pluviales, par rapport à la gestion extensive de certains espaces, par rapport à nos modes de consommation. Donc ça, c'était juste pour réagir par rapport à ce qu'avait dit Nicolas. Et ça, je pense que c'est la manière la plus sage de faire. Merci beaucoup Imen Ziwa, merci beaucoup Nicolas Escache, merci beaucoup Pascal Anfou. Quelque chose me dit que vous allez prolonger vos échanges bien au-delà de ce webinaire. Merci aussi pour le tour de force de nous avoir donné à voir, mais aussi à entendre et sentir les rues dont vous nous avez parlé en les restituant dans leur diversité. Merci beaucoup pour cela. Sans plus tarder, je donne la parole à Lionel Prigent, que je devine avoir griffonné plein de choses sur ses notes qu'on va désormais entendre. À toi de jouer, Lionel. Petit instant pour prendre d'abord le micro, n'est-ce pas? Et donc, teasing, comme on dit en mauvais français. Alors, nous avons d'abord retrouvé un petit peu le sens et l'origine de ce mot de rue. Rue, rive, ride, écoulement, bâti, tout un ensemble donc de concepts qui progressivement nous disent en fait non seulement un cheminement, mais aussi la possibilité d'un mouvement. Et de ce mouvement, il sera question évidemment ici, au travers donc de ces quelques minutes de synthèse. Alors, ça n'est pas simplement en fait cette définition, ce cheminement, c'est aussi la diversité des possibles de ce qui désigne la rue que nous avons entendu: chemin, passage, dessert, traverse, avenue, boulevard, rues adjacentes et contre-allées se sont ajoutées à cette liste pour nous donner finalement tout l'impératif, tout le nécessaire, incontournable dans nos espaces urbains que constituent aujourd'hui les rues. Nécessaire parce que, en fait, les rues, et Georges Perec nous le rappelait, donc mêlent un très grand nombre de choses, des fonctions, des images, des récits, mais peut-être davantage de choses encore, nous y reviendrons. Des fonctions tout d'abord, et nous en avons entendu un certain nombre circuler avec les différentes voies, et il faudra sans doute y revenir, relier
d'un point A à un point B, de la gare jusqu'au lac, pour l'exemple de Lausanne, amener les services, et il faudra également y revenir, organiser certaines fonctions, habitat, activité, commerce, et permettre de les relier, délimiter également, délimiter l'espace privé, les espaces privés, délimiter l'espace public et délimiter quelque chose qui est de l'ordre du commun et dont nous avons peut-être besoin de réimaginer les possibles. Échanger, ce qui mène à évoquer avec donc la force des commerces, ces allées marchandes qui inventent, prolongent, réinventent, renouvellent finalement la Médina, mais aussi dans notre moment où se succèdent les crises, où nous observons en fait tout un tas de questions sur la santé physique, mais aussi la santé mentale. C'est un espace susceptible d'apaiser, susceptible d'aider à mieux respirer, de fabriquer donc des espaces qui sont des espaces réappropriables par les habitants de nos espaces urbains. C'est enfin un espace politique, comme nous l'avons entendu à de nombreuses reprises, qui revient donc notamment par la voix d'Imen-Siwa sur les événements de la Révolution de Jasmin, dans laquelle elle nous explique la rue appartient au peuple pour exprimer l'opinion, pour exprimer son opinion ou ses opinions, mais aussi au peuple au travers de toutes les expressions artistiques qui nous permettent de rêver la ville, de la projeter et de faire performance. De ces fonctions, finalement, nous allons pouvoir revenir aussi aux images que ces fonctions permettent de produire. Les paysages, et les paysages avec leur diversité, qui sont en fait les différentes traces des villes successives qui se sont posées sur un même lieu, les villes médiévales, à la ville moderne, et donc ce paysage qui fabrique un jeu dans la ville, un jeu entre les espaces artificialisés et les espaces naturels, le jeu aujourd'hui qui nous renvoie vers la possibilité d'une ville nature avec ses arbres, mais qui nous renvoie aussi à la ville d'hier, c'est-à-dire à celle de la propreté, à celle de la ville hygiéniste qui a tendu à essayer de chasser justement cette nature sale des villes. Les villes vides ou bondées, celles donc remplies de monde, remplies de personnes, des manifestations ou bien de la circulation tous les jours donc vers nos espaces d'activité professionnelle ou nos espaces commerciaux. La ville aussi des automobiles, mais dont nous avons entendu qu'elle était aujourd'hui une ville de moins en moins souhaitée, de moins en moins désirable, après l'avoir été ô combien, après avoir été donc la ville ou l'espace ou la rue dominante, elle est aujourd'hui la rue par excellence qu'il s'agit de transformer et qu'il s'agit d'apaiser. Mais lorsqu'elle est apaisée, elle l'est aussi par une autre façon d'être fonctionnelle et de nous fabriquer cette image de fonctionnalité, par ces couloirs parallèles de circulation qui nous traduisent bien cet ordre fonctionnaliste, cette efficacité et puis d'une certaine manière, ce jeu de la vitesse que nous continuons à entretenir. Des images donc, mais aussi des sons et des odeurs, les épices, les espaces verts et bien sûr les fumées d'échappement des automobiles, tout ce qui fabrique, et je pense que là, Pascal Info serait d'accord, une sorte d'ambiance urbaine. Les images, ce sont bien sûr ce que l'on voit dans la rue, mais aussi celles que l'on projette littéralement sur une feuille de papier pour partager un possible, et nous l'avons vu donc avec cet exemple de Lausanne, celles que l'on projette également pour réaliser justement la transformation de la ville, suivant cet exemple de Lausanne et donc les quelques images que nous avons vues. Ainsi se fait la promesse donc d'espaces à reconquérir, des espaces de terrasse, des espaces d'animation pour occuper cet espace, donc selon l'image que Nicolas Escache nous donnait, avec tout un ensemble de personnes variées, notamment ces retraités, et donc cet imaginaire de l'espace public que l'on peut retrouver. Je voudrais juste revenir ici sur un mot de Patrick Modiano. Il n'oubliait jamais, écrit-il, le nom des rues et les numéros des immeubles. C'est sa manière à lui
de lutter contre l'indifférence et l'anonymat des grandes villes et peut-être aussi contre les incertitudes de la vie. Je reviens ici à propos de cette question des images sur ce texte de Modiano parce qu'il nous raconte aussi l'anonymat et les images un peu homogènes que l'on peut avoir dans ces espaces urbains, la dureté d'une modernité qui n'a plus vraiment toujours droit de cité et qui pourtant est toujours présente, mais qui pour une part est à la fois non montrée dans son homogénéité et non dite dans son utilité. C'est tout ce qui est aujourd'hui dissimulé et considéré très largement comme acquis et que nous avons laissé de côté, y compris d'ailleurs dans ce webinaire, c'est-à-dire le rôle que joue sous la rue, juste à quelques centimètres de nous, des réseaux, de tous les réseaux qui permettent d'échanger des informations, les réseaux qui nous permettent aussi de faire circuler l'électricité, ô combien importante aujourd'hui, les réseaux qui nous permettent de faire circuler l'eau, les eaux, c'est-à-dire à la fois le propre et le sale, ces eaux usées que nous faisons disparaître, bien entendu, et qu'il s'agit de ne plus voir. La rue est aussi dépositaire de toute cette histoire et de toutes ces interrelations. Ce qu'apportent justement les retraités de camp, ça n'est pas simplement en fait leur présence, c'est aussi la transmission d'une mémoire et cette histoire de tout ce qui est autour d'eux. Alors les récits, donc. Les récits, eh bien, ils nous renvoient évidemment à ces récits de Portes-en-Parc, les trois âges qu'il nous a apportés donc de la ville et de la rue. Et ce quatrième âge, donc, qui nous est promis. Eh bien, ces récits, c'est une relation, évidemment, aux aménagements urbains et à leur évolution. C'est justement cette place des pistes cyclables contre l'usage réputé excessif de la voiture. C'est la trame des aménagements, c'est l'organisation des linéaires, mais qui sont aussi, dans la façon dont nous en parlons aujourd'hui, une manière de nous dire ce que sont en fait notre relation au progrès et aux enjeux de la société. C'est ce qui nous traduit en fait la densité acceptable, mais aussi la présence que nous autorisons ou pas du risque et de la résilience. Finalement, la rue, c'est le livre urbain sur lequel s'écrit le commun de nos villes. Et c'est ce que nous avons vu avec les explications de Pascal Anfou sur le nouveau plan d'affectation de la ville de Lausanne, donc cette expression programmatique du devenir du territoire qui prête une attention particulière au patrimoine pour en faire autre chose qu'un classement et une conservation, c'est-à-dire en fait essayer aussi de l'intégrer dans un jeu des infrastructures et de la connectivité. Ce patrimoine à réhabiliter, qui n'est pas seulement celui des bâtiments, mais aussi celui du réseau viaire, dit en fait vraiment, dans sa manière d'être explicité, la dynamique et la vie du territoire. Tout cela nous raconte finalement l'habitabilité, avec une carte qui, certes, nous dit un présent, nous dit un futur possible, mais nous dit aussi, au travers de la lecture que l'on peut en faire, le passé, et donc la continuité des temps, 150 ans d'histoire, au moins, qui sont ainsi posés. Mais ce qui nous manque dans ce que je viens de vous dire, eh bien, ce sont les habitants. Les habitants qui nous renvoient donc à une discussion qu'il est nécessaire d'avoir dans la relation entre professionnels et donc personnes habitantes. En effet, tout ce que je viens de vous apporter nous renvoie très largement à une approche experte que nous pouvons décrire depuis nos positions externes. Or, la rue se raconte aussi à l'échelle humaine, à l'échelle vécue par les habitants qui se saisissent à Tunis de cette rue pour exprimer leur opinion politique, mais aussi qui se saisissent d'un délaissé pour en faire un jardin. C'est aussi ce que l'on entendait par le rôle de la rue adjacente qui concilie des usages, mais doit permettre également des dérives, joue des espaces pour les modifier, pour en transformer, en dilater les volumes, tant les espaces publics que les espaces privés, qui peuvent ainsi mieux s'imbriquer. On voit là le jeu d'une appropriation, du rapport entre les occupants de la ville, depuis les élus jusqu'aux habitants qui tous peuvent, à un moment ou à un autre, prendre et reprendre l'initiative. Mais tout ceci doit aussi nous renvoyer à la place d'autres habitants, qui sont les habitants vivants,
les autres habitants vivants qui sont présents dans cette ville et dans cette rue. Les habitants vivants, c'est aussi les espaces végétaux et animaux qui, de plus en plus, doivent pouvoir revendiquer leur place dans ces espaces et dont aujourd'hui les habitants humains savent qu'ils sont des partenaires, des compagnons indispensables à la qualité de vie urbaine. Finalement, nous voyons qu'il va falloir apprendre ou réapprendre à habiter la rue, à l'habiter avec toute une diversité d'activités et d'occupations pour essayer de pouvoir concilier les tensions ou réduire les tensions qui peuvent exister aujourd'hui entre espace public et espace privé, possibilité d'ouverture et donc d'occupation libre par les habitants et possibilité de privatisation, de tension donc autour de cette restriction de circulation. Cet équilibre donc nous rappelle qu'évidemment la rue est aussi celle du jeu, de la découverte, nous l'avons dit, de l'échange et de la circulation, et donc celle aussi de notre imaginaire qui nous maintient toujours dans l'idée que la rue est le champ des possibles lorsqu'il y a toujours quelque chose à conquérir. Et j'ai comme dernière idée l'image en fait d'un Gavroche sur les barricades qui nous chante la liberté. Merci Lionel pour cette dernière synthèse aussi captivante d'ailleurs que les deux premières qui sont en ligne sur la plateforme Urbanisme en francophonie et pour tes propos qui viennent restituer donc clairement les problématiques auxquelles les rues sont confrontées d'un territoire à l'autre mais aussi d'une époque à l'autre ainsi que les aménagements possibles pour les rendre plus agréables à vivre et à cheminer. Je renouvelle mes remerciements donc à M. Nicolas Escache, Mme Imen Zua et M. Pascal Enfou pour ce débat que vous pouvez aussi retrouver en replay sur le site internet. Enfin, donc merci à toutes et tous pour votre participation. Au plaisir de nous retrouver à l'automne prochain pour une 4e saison. Restez connectés donc sur le site Urbanisme en francophonie et les groupes LinkedIn et Facebook pour découvrir donc la suite de nos travaux. Bonne période estivale à toutes et tous. Merci beaucoup, Charlotte. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.